Bienvenue pour un nouvel épisode de Locad TV. Je suis Johannes Vermorel et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les bureaux de Locad, nous sommes à Rosny, dans un magasin Célio qui a ouvert en mai. Alors Célio est l'un de nos clients, un client de longue date. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Julie Scharf. Alors Julie, peut-être un mot pour vous présenter? Oui. Donc, je suis la directrice supply chain de Célio et à ce titre, je m'occupe de la gestion des approvisionnements des magasins ainsi que de nos partenaires franchisés à l'étranger et de la logistique. Alors, nous travaillons ensemble depuis un certain temps déjà. Peut-être un point, donc Locad, on travaille avec Célio depuis 2020 sur des sujets d'approvisionnement magasin, donc faire venir le stock depuis l'entrepôt jusqu'au magasin. Et une chose assez intéressante, c'est que vous, dans des vies précédentes, vous avez eu l'occasion d'utiliser des méthodes qui sont, je dirais, encore aujourd'hui considérées comme l'état de l'art en supply chain de façon générale. Et alors peut-être, et vous, une des choses qui est assez intéressante, c'est que vous m'avez dit qu'il y a eu un certain nombre de points d'étonnement quand vous avez découvert comment Locad approchait le problème. Alors peut-être éventuellement, qu'est-ce que vous auriez dans des éléments qui vous ont interpellé? Oui, alors je suis arrivée chez Célio en 2021, donc Locad était déjà en place depuis un peu plus d'un an, comme vous le disiez. Et effectivement, j'avais plusieurs expériences précédentes au sein de chaînes de retail et on utilisait des outils un petit peu plus classiques dans le domaine, comme alors j'ai vu plusieurs systèmes, des systèmes assez classiques et très simples de remplacement type 1 pour 1, des outils un tout petit peu plus sophistiqués qui s'appuyaient sur des lois statistiques pour prévoir la demande et envoyer les produits en magasin. Et effectivement, quand je suis arrivée chez Locad, quand je suis arrivée chez Célio, pardon, j'ai été assez surprise par le mode de fonctionnement de l'outil et ce à plusieurs titres. D'abord, le fonctionnement de répartition des produits, la sélection des produits qui sont envoyés en magasin. Classiquement, les outils travaillent de manière plus massive, je dirais. Et là, ce qui était étonnant, c'était le choix qui était fait et qui s'opérait sur la valeur du produit. Les outils classiquement travaillent unitairement, donc l'aspect rentabilité finalement n'entre pas en ligne de compte. Et j'ai trouvé que cette approche valeur était extrêmement pertinente, extrêmement intelligente et permettait finalement de choisir, notamment quand on avait des contraintes logistiques fortes, d'approvisionner prioritairement les produits qui seraient les plus rentables, qui généraient le plus de chiffre d'affaires au sein de nos magasins. La deuxième chose que j'ai trouvée très pertinente, c'était tout ce qui a trait à la gestion de la pénurie. Quand un produit fonctionne très bien, en général, il fonctionne très bien dans l'ensemble des magasins. Et quand on arrive à un moment donné où on n'a plus suffisamment de produits à l'entrepôt pour servir tout le monde, les règles qui sont mises en place au sein de Locad de sélection des magasins où les produits défilent le plus vite, où les produits s'écoulent le plus vite, sont particulièrement efficaces. Et c'est à ces moments-là, généralement, qu'on génère des surstocks dans les magasins, alors que là, on va optimiser le chiffre d'affaires et envoyer les pièces là où véritablement elles vont s'écouler le plus rapidement. Alors, votre premier point m'interpelle tout particulièrement parce que c'est vraiment un point, je dirais, quasiment de contention idéologique dans des batailles supply chain, c'est le taux de service. C'est assez intéressant, vous dites Locad priorise par la valeur. On a effectivement eu cette vision très financiarisée, je dirais, bassement des euros, alors que je dirais, la théorie classique de la supply chain résonne en pourcentage, les taux de service. Et d'ailleurs, c'est pour notre audience, ce qui est assez intéressant, c'est que je dirais, c'est un point qui surprend beaucoup les gens de dire mais vraiment, on peut ne pas raisonner par rapport à des pourcentages. Vous, peut-être par rapport à ce point, peut-être parce que vous voyez, l'objection qu'on me dit, mais attendez, si jamais j'ai plus de pourcentage, j'ai plus aucune garantie. Comment est-ce qu'on peut opérer sur quelque chose qui va bien se passer en termes de qualité de service? Et souvent, la difficulté, c'est que si on a défini la qualité de service comme le taux de service, forcément, c'est le taux de service qu'on optimise. Peut-être un point sur comment vous avez vu cette vision de valeur et où est-ce que vous voyez que ça marche, même si ça ne vise pas directement cette notion de taux de service, même si les deux notions ne sont pas complètement en opposition. Oui, alors je pense que quand même les deux notions ne sont pas complètement en opposition. Parce qu'effectivement, si on considère le taux de service dans sa globalité et qu'on considère de la même manière un produit qui fonctionne, un produit qui ne fonctionne pas, une paire de chaussettes et un manteau, on fait des grosses moyennes et finalement on ne regarde rien. Quand on regarde le taux de service, on peut le regarder de manière un petit peu plus fine et effectivement,
avoir un taux de service satisfaisant dans un très bon magasin versus un magasin qui est moins performant, avoir un taux de service satisfaisant sur des best products versus des produits qui défilent moins, c'est pas du tout la même importance. Donc ce qu'on regarde quand on regarde le taux de service, c'est non pas le taux de service dans sa globalité, mais le taux de service sur certaines typologies de produits, certaines typologies de magasins où véritablement le taux de service est important. Et il se trouve que là où c'est important, c'est là où ça génère le plus de valeur. Donc effectivement, là, l'approche locale est très intéressante parce qu'elle nous permet d'optimiser ce taux de service là où c'est rentable et finalement de ne pas regarder le taux de service là où ça ne nous intéresse pas. Et alors, sur le point de la gestion de la pénurie, peut-être pour illustrer un petit peu, comment vous le voyez, vous, cette mécanique? Parce que ça, c'est quelque chose qui, je pense, est assez atypique. Vous, votre perception, ça veut dire quoi, gérer une pénurie d'un produit qui, justement, se met à marcher bien trop bien? Alors, un produit qui marche très bien, il va marcher très bien partout. Les systèmes classiques, du coup, vont tendance à aspirer le produit et vont l'envoyer de manière à peu près égalitaire dans tous les magasins. Or, il se trouve que même s'il marche très bien, dans un magasin assez peu performant, marcher très bien, c'est peut-être en vendre un tous les 15 jours, par exemple. Ça peut déjà être bien pour un magasin qui fonctionne. Un magasin qui marche très bien va vendre une pièce d'un produit peut-être 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Donc, on se retrouve avec des disparités assez importantes dans le parc. Quand un produit marche très très bien, généralement avec les outils classiques, cette coupure du réassort dans les magasins qui fonctionnent le moins bien, elle doit s'opérer manuellement. Généralement, elle intervient trop tard et donc on se retrouve à avoir envoyé les produits là où c'était le moins pertinent et avoir des produits qui finiront par s'écouler parce que ce sont très bons produits, mais dans la durée, et on pénalise le chiffre d'affaires sur les gros magasins. Ce que fait Locade, c'est qu'il anticipe finalement cette pénurie et qu'il va immédiatement détecter la performance du produit et s'apercevoir que la probabilité de l'écouler plus rapidement dans un très bon magasin, elle est plus importante et donc envoyer prioritairement ce produit à cet endroit-là et ne pas l'envoyer dans les magasins où il y a une performance qui est moindre. Donc ça nous permet de ne pas le piloter manuellement, de limiter les surstocks fin de saison et d'optimiser le chiffre d'affaires. Et alors, quand on dit Locade, alors moi je suis très flatté en tant que je dirige cette société, mais en fait la réalité c'est que, on va dire par rapport à des éditeurs qui disent l'éditeur a une intelligence artificielle qui est capable de faire tout ça. Moi, ma vision à Locade, c'est que c'est vraiment des hommes et des femmes, ingénieurs souvent, salariés par Locade, qui réfléchissent et vont concevoir ces recettes numériques. Et je mets en avant ce terme recette numérique pour vraiment indiquer que c'est vraiment de l'intelligence humaine. Alors, peut-être ce point assez atypique, maintenant vous avez travaillé un certain temps avec les supply chain scientists de Locade. Peut-être un mot sur quel est le type de relation, notamment par exemple aujourd'hui on a un nouveau projet qu'on mène ensemble sur l'optimisation des implantations et donc démarre des discussions avec ces supply chain scientists. Peut-être décrire un peu comment vous le voyez et comment peut-être ça diffère avec peut-être des expériences que vous avez pu avoir avec d'autres éditeurs qui voyaient les choses de façon assez différente. Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas une relation d'éditeur à commerçant, c'est vraiment une relation de partenariat. Alors avant d'aborder les implantations déjà sur la partie du réassort, les équipes Célio et les équipes Locade se voient à minima une fois par semaine. Et effectivement, on est finalement dans une perpétuelle évolution parce que notre métier évolue, nos besoins évoluent et finalement l'outil Locade via ces data scientists va évoluer avec nous et faire évoluer les règles au fur et à mesure qu'on en a besoin. Donc on a déjà fait évoluer, même bien après la mise en production, beaucoup les règles Locade. Il y a une grande réactivité. Généralement, la modification se fait en quelques jours. On a mis en place des systèmes de transfert intermagasins, par exemple, notamment à cause des licences qui sont un mode de gestion assez spécifique des produits qui ont une durée de vie extrêmement courte et où il faut corriger les erreurs d'implantation, parce que ce sont bien des erreurs d'implantation et non pas des erreurs de réassort. Donc on a mis en place de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités et tout ça se déroule extrêmement rapidement. Et c'est vrai que Locade est partie prenante finalement de l'équipe de gestion des approvisionnements. Effectivement, on travaille sur un nouveau projet qui est la partie implantation. On a des ateliers hebdomadaires. Alors, c'est un projet qui est assez vaste parce qu'il va au-delà du service de la gestion des approvisionnements. C'est un projet qui va impliquer les achats puisque historiquement, ce sont les achats qui décident d'implanter un produit
dans un magasin, avec des règles qui aujourd'hui sont des règles assez, je dirais, simples, parce qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de magasins, et on ne peut pas se permettre, quand on le gère comme nous aujourd'hui manuellement, de choisir magasin par magasin, produit par produit. C'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop chronophage. Donc il y a des raccourcis qui sont faits sur des typologies de produits, des typologies de magasins. On croise les deux sans véritablement prendre en considération les spécificités des magasins, zones côtières, zones touristiques, tout ça c'est difficile finalement à intégrer dans le choix produit. Donc ce projet de gestion des implantations intègre les achats, intègre les visuels merchandisers, donc les gens qui décident dans le magasin d'implanter tel produit à côté de tel autre, parce qu'aujourd'hui ils travaillent sur des assortiments très théoriques, donc là aussi leur métier va changer. Et donc on travaille en collaboration avec l'OCAD et tous ces acteurs de l'entreprise pour optimiser l'implantation qui aujourd'hui est aussi quelque chose qui va nous générer du résiduel en magasin parce qu'on n'a pas la finesse qu'on a aujourd'hui au niveau de la gestion des approvisionnements. Vous, la façon dont vous voyez, j'ai des idées assez arrêtées sur la question, mais de votre point de vue, la façon dont l'OCAD arrive, on arrive, le supply chain scientist, c'est quelqu'un qui arrive avec une solution, avec des questions, avec un logiciel à paramétrer. Comment pour décrire un petit peu, parce que les gens sont souvent assez étonnés sur cette façon de pratiquer la supply chain, qui n'est pas, je pense, ce qui est pratiqué de façon, je dirais, générale par la plupart des éditeurs. Peut-être caractériser un peu le type de choses qui vont se passer dans ces réunions. Vous disiez qu'il y en a une par semaine. Il s'y passe quoi? Et ensuite, avec cette vision en quelques jours, vous voyez, c'est quoi un peu ce cheminement de cette discussion jusqu'à ce changement dont vous parlez? Alors, la chance qu'on a, c'est d'avoir des supply scientists qui connaissent Celio. Ce sont des gens avec qui on travaille depuis la mise en place de l'outil. Donc ils ont déjà une très grande connaissance de notre métier. Et il y a l'approvisionnement, la gestion des règles, et effectivement toute cette partie outil, mais il y a aussi la connaissance du métier. Et c'est très très important parce qu'il y a des choses parfois très prosaïques, très opérationnelles, qui vont avoir énormément d'importance et énormément nous contraindre. Donc on travaille déjà avec des gens qui, quand on leur parle, avec notre vocabulaire, avec nos spécificités, comprennent immédiatement de quoi on parle. Donc ça nous fait gagner énormément de temps et c'est très appréciable. Donc dans cet atelier, non, il n'y a pas de solution préconçue qui arrive. C'est une discussion très libre avec une thématique pour chacun des ateliers où les différents acteurs qui sont impliqués vont donner leur point de vue, vont s'exprimer sur telle fonctionnalité ou tel KPI ou tel objectif qu'on doit avoir et on co-construit finalement cette solution ensemble au travers de ces ateliers pour arriver in fine, donc probablement au mois de juin, à quelque chose qu'on va pouvoir recéter pour tester in situ finalement les règles qu'on aura définies ensemble et qu'on pourra déployer en test sur un magasin à partir du mois d'octobre a priori. Et une des choses qui est là encore qui m'interpelle, parce que vous dites, c'est le cas en quelques jours, il y a des choses il y a des décisions, des règles qui sont modifiées et qui sont implémentées, livrées. Et ça, je dirais, dans le monde un peu classique du logiciel d'entreprise, je dirais, c'est très inhabituel. C'est les cycles, un ERP, les cycles d'upgrade et de modification, on est au bas mot sur des semaines, voire des mois. Et une des objections que parfois nous apportent, je dirais, des gens qui sont du point de vue plus classique, c'est mais faire arriver aussi vite, vous êtes fou, c'est pas testé, ça va beaucoup trop vite. Vous voyez, on est en train de faire arriver des choses en production, ouf! Vous voyez, si on commence à dire il y a une discussion le lundi et le jeudi c'est passé en production, bah, c'est allé quand même très 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 vite, c'est presque un petit peu vertigineux. C'est quoi votre point de vue un peu là-dessus et en même temps, vous voyez, j'entends ce côté qui est, c'est pas que des inconvénients, la réactivité en soi, c'est un peu vertigineux, mais c'est pas qu'un problème d'être rapide. Non, alors dans le cadre de la gestion des approvisionnements où on travaille ensemble déjà depuis plusieurs années, effectivement, quand une modification doit être mise en place, elle peut être mise en place en l'espace de quelques jours. D'abord parce que les équipes de l'OCAD, encore une fois, connaissent très bien notre mode de fonctionnement et ça nous fait gagner énormément de temps. Et ensuite parce qu'on a effectivement la possibilité de tester et d'avoir même en test puis en production, la vision immédiate de ce que ça va donner dans le cadre du réassort qui tourne la nuit et donc de pouvoir valider ou
d'invalider si jamais une difficulté se présentait. Donc il n'y a pas de prise de risque dans la mesure où, à la différence de beaucoup de systèmes de réassort, on ne découvre pas ce qui se passe le lendemain matin quand on se lève parce que le système a tourné la nuit. On a déjà une prévision dans la journée. Donc on a une recette numérique préalable qui nous permet de tester. Cette prévision via un backup qui nous permet aussi de valider que tout se passe bien. Et donc c'est assez confortable et assez rassurant sur des mises en production très rapides. Donc non, il n'y a pas de risque par rapport à cette agilité. Au contraire, ça nous permet de réagir immédiatement et de nous sortir de difficultés opérationnelles extrêmement rapidement. Alors peut-être pour conclure un peu cet entretien, vous avez pu voir, ce que j'espère être une évolution du métier d'un praticien ou d'une praticienne de la supply chain. Comment vous, peut-être pour des gens, vous voyez, je parle des jeunes gens, jeunes femmes, jeunes hommes qui à 20 ans se posent la question de se spécialiser sur ce qui à l'ancienne s'appelait les masters logistiques. Maintenant ils sont plutôt, ils ont été rebrandés master supply chain, mais c'est un peu le même genre d'idée. Par rapport à cette vision de métier, comment vous le voyez, vous voyez cette vision, je dirais, il y avait le côté très historiquement qui, je pense, était un petit peu rebutant, qui était j'ai 5000 SKU, Storage Keeping Unit, et je les descends une fois par semaine pour mettre mes stocks min-max à jour. Et voilà, mon plan de carrière sur les 5 prochaines années, c'est faire ça tous les jours, vous voyez, c'est un peu terrible. Donc, comment vous voyez un peu l'évolution de ce métier et peut-être, je ne sais pas si vous avez des idées sur des gens qui s'intéresseraient à ces métiers sur les prochaines années. Le sens de l'histoire, je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Alors oui, effectivement, j'ai connu des sociétés où les gens mettaient tous les jours une quantité à côté d'un produit d'un magasin. Donc ils se levaient tôt d'ailleurs pour pouvoir avoir le temps de le faire parce qu'il fallait que ce soit fait avant une certaine heure pour la descente logistique. Donc c'était des métiers extrêmement rébarbatifs. C'est vrai que quand je suis arrivée chez Célio, j'ai été surprise parce que c'est une équipe qui était assez ancienne dans ce métier, donc qui a connu finalement différentes façons de travailler la gestion des approvisionnements et qui travaillait là de manière tout à fait différente et assez moderne. Avec effectivement une logique de test, beaucoup de tests, une logique de backup, donc des questions qui se posaient finalement pas avant parce que trop occupés à faire cette espèce de micro-détail, ça leur permettait de prendre un petit peu de recul et de s'intéresser sur la rentabilité économique, sur la performance du magasin, comment soutenir la performance d'un magasin, comment est-ce qu'on doit travailler les petits magasins, les gros magasins, quelle importance on doit donner, quelle priorité on doit donner. Donc d'avoir une logique beaucoup plus axée sur le business, le commerce, alors qu'avant c'était des gens qui étaient assez loin finalement, historiquement, ce type de profil, des contraintes commerciales et des activités économiques. Donc ça a changé leur façon de travailler et ça les a rendus plus commerçants. Et je pense qu'effectivement, dans l'avenir, c'est important et ce sera probablement l'avenir de la fonction de la gestion des approvisionnements, d'avoir des gens qui sont des profils un petit peu plus marchands, un petit peu plus commerçants, avec une sensibilité économique plus forte, et non pas des gens qui sont proches de la logistique, je dirais, avec une sensibilité plus âpre, plus unitaire et plus technique. Et alors, même si désolé, ce ne sera pas la dernière question, parce qu'en fait, il y a une autre question. Je rebondis sur votre dernière remarque. Vous avez plus commerçant. Il me revient à l'esprit que, notamment par rapport au stock dormant, parce qu'une chose très très concrète, c'était l'évolution du stock dormant pour rendre, vous voyez, quand on dit plus commerçant, ça veut dire quoi concrètement? Et je vous tends une perche sur cette notion de stock dormant. Peut-être comparer l'avant-après. Oui, alors plus commerçant, ça veut dire effectivement se préoccuper de ce qui va se vendre dans le magasin et avoir organisé finalement toute cette prise de décision par rapport à ce qui va se vendre, par rapport à ce qui va le mieux se vendre et par rapport à ce qui va le mieux s'écouler. Et c'est vrai qu'avant, pris dans la masse d'informations et de détails qu'ils avaient à traiter, ils étaient finalement obligés d'envoyer la marchandise et d'essayer de couper les envois au moment où ça se faisait avec un certain nombre de problématiques liées à des réassorts un pour un qui fait que la machine ne s'arrête jamais finalement. Et donc on se retrouvait avec des stocks qui étaient envoyés à chaque fois qu'il y avait une vente en magasin et des réserves qui se remplissaient, voilà, des produits qui finalement se seraient peut-être vendus ailleurs mais qui restaient dormants dans des réserves qui encombraient aussi le magasin. L'activité du magasin, c'est difficile, c'est des gens qui ont besoin de réapprovisionner leur surface, etc. Donc pour les équipes en magasin, c'était aussi une forte contrainte et chronophage, consommateur de ressources en magasin. Donc aujourd'hui, la gestion des approvisionnements
vu de manière un petit peu plus moderne avec ce qu'on fait aujourd'hui avec le CAD, ça permet finalement de se dire, non, qu'est-ce qui est le plus important pour le magasin? C'est finalement d'envoyer ma pièce là où elle sera pertinente, là où elle va partir le plus vite, et donc finalement de regarder quelles sont les contraintes économiques et quelles sont les contraintes du magasin et qu'est-ce que je dois faire pour optimiser au maximum cette ressource qui est mon stock et pas juste me préoccuper de mon Dieu, il faut que je coupe, il faut que j'appuie, il faut que je mette 1, il faut que je mette 0, il faut que je mette 1, il faut que je mette 0. Donc de prendre un petit peu de recul et de travailler à la fois sur la pertinence économique et d'intégrer les contraintes des magasins en termes opérationnels. Julie, merci beaucoup. Je vous remercie.